Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, dans ce podcast Tisser des pensées, révéler des mondes. Donc le premier épisode de cette année. Et ce soir, nous accueillons Corinne. Sans plus tarder, voici Corinne Pensée-Lacroix. Bonsoir Corinne. Bonsoir Mélanie, bienvenue chez moi. Eh bien, bienvenue à toi aussi dans le live. Alors, peux-tu te présenter Corinne? Oui, alors je peux me présenter, tu as dit mon nom, mon prénom, donc là on est bon. Je vais me présenter au niveau pro, ça sera un petit peu plus simple pour moi. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle, mes études, j'ai fait des études de droit dans une petite ville dans l'Ain qui s'appelle Bourg-en-Bresse, puisque je suis native donc de ce département. De l'Inde. Donc, quand j'ai voulu faire des études supérieures, il n'y avait pas 36 possibilités. Il y avait une seule fac à l'époque. Et donc, c'était l'université Moulins Lyon 3 qui avait une antenne à Bourg. Donc, je me suis inscrite dans la seule université qui existait donc, dans cette ville et j'ai suivi des études de droit pendant 3 ans à Bourg. Et après, donc, je suis venue à Lyon. J'ai fait des études de droit et droit public. Et donc, lorsque je me suis arrêtée, et pourquoi surtout j'ai fait ces études-là, parce que j'avais une ambition, c'était de devenir enseignante et d'enseigner le droit. Peut-être que je te dirai pourquoi tout à l'heure j'avais choisi le droit et pas l'histoire-géographie. Il y a une raison précise dans mon adolescence qui a marqué un tournant dans mes choix de carrière plus tard. Donc, j'ai été professeur formateur jusqu'en 2014. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en 1990 et jusqu'en 2014, là où j'ai entrepris une reconversion professionnelle, j'ai été professeur formateur en économie, en droit et en management, donc auprès d'un public en alternance. Et j'ai enseigné au départ uniquement avec des jeunes qui fréquentaient des formations en alternance. En 2014, j'ai réalisé une reconversion professionnelle. On reviendra dessus certainement parce que ça fait écho au thème que j'ai choisi. Et je me suis formée au métier de l'accompagnement et au métier du coaching. En 2017, j'ai ouvert mon cabinet de coaching et formation qui s'appelle EduCap. Et donc, ce cabinet existe depuis le 1er mars 2017. Et actuellement, donc, je suis coach professionnel certifié, je suis consultante de carrière et je continue également la formation. J'en fais beaucoup de formations, je ne peux pas m'en passer. J'ai essayé, mais c'est une drogue, la formation. Donc, j'ai du mal à uniquement coacher et donc j'ai ces deux activités principales. J'ai aussi des activités bénévoles et d'autres activités qui gravitent autour de mes accompagnements, sachant que celui-ci s'oriente beaucoup plus vers les personnes qui sont en reconversion professionnelle et puis les jeunes qui choisissent des études ou bien qui regrettent un choix de filière et qui à un moment se disent ça ne va pas faire mon choix là, je ne vais pas être heureux ou heureuse dans ce choix-là, et donc qui entament une réorientation. On parle plus de réorientation lorsque les personnes sont jeunes. Les reconversions, c'est plus quand on est déjà installé dans sa vie active. Donc voilà pour la présentation pro. Perso, je suis maman de 2 garçons qui ont respectivement 35 et 30 ans. Qui font partie de ma vie intégrante, bien sûr. Et je suis grand-mamie. Je suis mamie, hein, pourquoi je dis grand-mamie? Je suis mamie 2 fois aussi, ce qui fait que de 2 petits garçons. Et j'ai 5 hommes dans ma vie, mes 2 fils, mes 2 petits-fils et le papa de mes enfants. J'ai de la chance, hein, 5 hommes dans ma vie, c'est rare. Donc voilà pour la partie personnelle. Et puis, le cabinet est situé à Villeurbanne et je suis villeurbannaise depuis 1986. Ça date. Ok. Et donc, Corinne, quel est le sujet de ce soir? Alors, le sujet, quand on a discuté toutes les deux, Mélanie, pour savoir quel sujet j'avais envie de porter, ce à quoi j'ai pensé directement, eh bien, c'est à ma propre reconversion professionnelle. Parce que ça a été un élément structurant dans la suite de ma carrière
et parce que cette reconversion, je l'ai pensée des années et des années, sans passer à l'action. Tu vois, je t'ai dit que j'avais quitté en 2014 et ça a commencé à me titiller, la reconversion en 2008. En 2008, j'ai fait un bilan de compétences et dans ce bilan de compétences, il était ressorti, hein, des différentes investigations, que rester, enfin m'éloigner d'un public jeune, c'était pas dans le projet, Mmh. et que j'avais toujours envie, d'aider les personnes, à trouver leur chemin et leur direction. Et donc, moi, j'ai mis longtemps à retrouver la mienne de direction entre 2008-2012. J'ai tâtonné, j'ai hésité, je me mettais des barrières, j'avais toujours plein de freins et je me disais: «Non, ça va pas être possible, là, c'est pas possible, là, c'est pas possible, c'est pas possible». Et donc il y avait plusieurs éléments qui ont fait que ça n'était pas possible, dans ma vie, personnelle à ce moment-là, parce que ce qui comptait, c'était, la réalisation et l'accomplissement de mes fils. Et donc tant que mes fils n'avaient pas, terminé leurs études et n'avaient pas une carrière professionnelle qui s'ouvrait devant eux, moi je ne m'autorisais pas à aller vers un champ dans lequel, je rêvais pourtant, d'aller. Pourtant, ce champ professionnel, je l'avais identifié. Ça, c'était sûr que c'était l'orientation et puis guider les plus jeunes à ce moment-là, entre 2008-2012. Mais je n'arrivais pas à franchir le pas, à laisser mon job, à faire des formations et surtout à laisser mes enfants. Pour moi, c'était insupportable. Ça aurait été quelque part, je l'assimilais un peu à de l'abandon. Et laisser mes fils se débrouiller tout seuls, se dépatouiller. J'en avais un qui poursuivait ses études supérieures à l'étranger, un autre qui commençait, lui, ses études supérieures. Et pour moi, ça n'aurait absolument pas été confortable. Donc, je n'étais pas alignée avec ce qui était la priorité pour moi, c'est-à-dire l'avenir de mes enfants. Je savais que j'allais avoir de l'émotion quand j'allais en parler. Ça ne va pas durer. S'ils m'écoutent, ils vont être en colère. Donc, je ne me suis pas autorisée. Je m'y suis autorisée autour de 2014-2015 parce qu'il y a eu des occasions qui ont fait une occasion qui a fait qu'au niveau professionnel, ça devenait un peu compliqué dans l'établissement dans lequel j'étais. Mmh. Et à un moment, j'avais deux choix. C'était rester là-bas et mourir. Et quand je dis mourir, c'est vraiment mourir physiquement, Mmh. ou bien vivre et partir. Donc, toujours, pour moi, cette fois-ci, je me suis priorisée et je me suis dit: «Si je veux voir, ce que font mes enfants, il faut que je vive». Et donc pour vivre, je suis partie D'accord. de cet établissement. Donc la priorité à ce moment-là, elle a changé, elle est Et la évoluée. priorité, c'est sauver ma peau, complètement. C'est ça. Mmh. Et toi, comment tu as C'était, senti que ta je vie me était en sauvais moi. danger? Pardon, Mélanie? Comment tu as senti que ta vie était menacée à ce moment-là? J'ai senti que ma vie était menacée parce que physiquement, je n'arrivais plus à me rendre sur mon lieu de travail. Parce que c'était devenu, une angoisse, j'ai jamais été autant en retard de ma vie pour aller bosser. Je commençais à 8h, je partais de chez moi à 8h moins 5, tu vois? Donc le message, alors qu'il me fallait une demi-heure pour y aller, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui était dans cette période-là, qui était un de mes collègues, qui doit sourire. Donc je lui fais un petit clin d'œil. Donc voilà, j'avais ces retards, j'avais ce mal-être, enfin, et puis je faisais beaucoup de bruit, je brassais, mais je brassais du vide et je brassais du vent. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'agite autant? En quoi c'est important que je m'agite? Si c'est pour que les autres me remarquent, non. Et là, j'ai senti que toute cette énergie que je dépensais pour les autres, eh bien, il fallait que je la focalise, mais autre part. Et lorsque j'ai pris conscience que c'est moi qui avais besoin de cette énergie et que c'était vital pour moi de me recentrer, à ce moment-là, j'ai tout coupé. Je suis partie, j'ai dit Mmh. stop et je ne suis plus jamais retournée. D'accord. Et Et donc, je me suis autorisée à donner. Alors, comment je pourrais te dire ça? Je me suis autorisée à ce moment-là à écouter ma pulsion de vie, en fait. Mmh. Et donc, c'était vraiment, c'était vraiment une pulsion que j'ai ressentie. Et il fallait que je sauve ma peau. Je te le dis Mmh. comme je l'ai vécu à l'époque. C'était Mais oui, vraiment ça. c'est fort, tu parles de pulsion et en fait, quand on entend Je pulsion, on peux a te dire l'impression que c'est un instinct de survie.
Parce que Non. je me revois encore monter dans la voiture, mais je suis, partie, en trombe et là, j'ai passé le premier feu et je me suis dit: «Plus jamais, plus jamais». Donc c'est dès que tu as senti ça, Ouais. c'est là que tu es partie? Ah oui, 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 je peux te dire quelle était ma voiture, où est-ce qu'elle était garée, il y a pas de problème. C'est un événement fort et marquant en tout cas où Complètement, tu te rappelles complètement. encore Ouais, plus. ouais, ouais, ouais et à partir de là, donc maintenant que je me suis formée, que j'ai pu je sais maintenant mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu, la permission que je me suis donnée, je vois pourquoi elle est arrivée à ce moment-là. J'en avais pas conscience de tout ça à l'époque, hein, donc je suis rentrée chez moi, j'étais dans un blackout total et les personnes qui m'ont entourée, à l'époque, donc qui m'ont aidée à me ressourcer, bah, c'est encore mes enfants, c'est ma famille et là, j'ai réussi à me reconnecter à ce que j'avais fait avant et je me suis dit: «Mais c'est vrai que tu avais fait un bilan de compétences en 2008, c'est passé où cette affaire?» et je me suis reconnectée aux émotions que j'avais eues pendant ce bilan de compétences et je me suis dit: «Mais c'est bien sûr, mais ta vie n'est pas foutue, donc on va réussir à faire quelque chose». Je dis «on» volontairement Mmh. parce que j'arrivais pas à parler en «je», à l'époque, donc c'était du «on va faire ça, on va bien voir, on va». Maintenant, quand j'entends du «on va», mes étudiants sont les premières victimes, c'est «non, non, on parle en «je». Mais je n'avais absolument pas la faculté de parler en «je» à l'époque, il a fallu un certain temps pour que j'arrive à le faire. Mmh. Mais quelle libération de pouvoir dire: «Je vais faire ça, j'ai envie, de reprendre des études, j'ai envie de me former et j'ai envie d'apporter mes compétences et de les mettre ailleurs». Mais c'était une libération d'arriver à m'exprimer, de cette façon-là. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce passage de «on» à «je»? Parce que, le «on», j'appartenais à un collectif et j'étais un peu, un des éléments moteurs de ce collectif, dans l'entreprise dans laquelle j'étais et j'avais l'impression que si je partais, ce collectif s'écroulait. Donc c'est pour ça que je raisonnais toujours en «on». Moi, ce que je pouvais avoir quelque part, mes besoins de l'époque, j'étais incapable de te dire quels étaient mes besoins. Ça ne me questionnait pas du tout. Je ne me disais pas: «Corinne, quels sont tes besoins en ce moment? Vers quoi tu veux aller?» Pour moi, c'était évident. J'étais dans un collectif et je devais apporter à ce collectif. C'était, j'allais dire ma mission. C'est ce en quoi je m'étais engagée. C'est pas une mission quand même, je vais un peu loin, mais c'est ce dans quoi je m'étais engagée et donc j'étais dans un «on» et de ce dont moi j'avais besoin et de ce que j'avais envie, mais ça passait, à l'arrière-plan. À cette époque-là, même, rester focus sur, la formation de mes enfants, c'était, même compliqué. Le message était, complètement brouillé du matin au soir. J'étais dans ce «on», dans ce collectif Mmh. qui, me rongeait quelque part et donc, il y a eu aussi un élément, important. C'était, quand j'ai commencé à dire: «Bah, moi, je vais m'en aller, je vois pas, d'autre solution. Moi, je vais pas rester ici, je pourrais pas rester là» et des personnes, des collègues m'ont dit: «Non mais nous, on veut pas partir parce qu'on est bientôt à la retraite, alors bon, quand même, on va supporter». Mais je me suis dit: «Mais quelle horreur! Mais quelle horreur!» de se dire: «Je vais à la retraite», même si c'est dans 1 an, 2 ans. Bon, si c'était dans 3 mois, OK, mais les collègues avaient encore des années à bosser. Quand je te dis des années, c'était 8, 10, 12 ans et moi, je voyais cette montagne d'années encore à travailler pour elles et pour moi, c'était encore plus et c'est là que je me suis dit: «Mais je n'y arriverai jamais à monter cet Himalaya. Pour moi, je veux pas rester là» et c'est là que, j'ai eu cette prise de conscience. Je les remercie maintenant, je les ai beaucoup, détestées de vouloir rester, mais maintenant je les remercie. Elles ne peuvent pas savoir à quel point elles m'ont rendu service en fait je peux te dire qui c'est, je ne le dirai pas, mais je vois très bien mentalement qui c'était, où c'était et dans quelles circonstances et j'entends encore, la phrase. Et là, je me suis barrée. Je me dis: «C'est pas possible, c'est pas possible». Je suis D'accord. partie, pardon, je parle mal. Bah, ouais, tu m'as dit que tu te rappelles bien le moment où tu es partie, l'endroit où ta voiture était garée et tout ça. Oui, oui, Et il y a un moment où tu étais «on» et tu es passée à «je». Est-ce que tu te oui. souviens clairement de ce moment
où ça s'est transformé en jeu? Oui, clairement. Pendant que je suis partie dans ma voiture, ça s'est passé. Ah, d'accord, Et c'est du «on» parce que, voilà, il y avait eu cet épisode, j'allais dire un épiphénomène, non, pas du tout, mais il y a eu cet épisode où, bah, nous, on ne peut pas partir parce que la retraite, je me suis dit: «Mais quelle horreur!» Pour moi, à cette époque-là, la retraite, c'était un monde, qui n'était pas, que je n'envisageais absolument pas. En 2014, moi, ma vie à la retraite, je ne l'envisageais pas du tout et rester là-bas à attendre la retraite, mais absolument pas du tout, sachant que je n'ai pas encore l'âge d'être à la retraite. Donc, je ne l'envisageais pas du tout. Et ce jeu, ça s'est construit dans le trajet entre l'entreprise dans laquelle j'étais et mon garage. d'accord. Et Par contre, je ne peux pas te dire avec précision ce qui s'est passé quand je suis arrivée dans mon appartement. Ça, je ne sais plus pas, je ne sais plus. Mais le trajet, je m'en rappelle très bien. Oui. d'accord. Et j'ai une question par rapport à ton Oui. sujet, alors qui est formulé comme tel, hein: ce moment où l'on s'autorise enfin à, où l'on décide de ne plus renoncer. Mmh. J'aimerais savoir, quand toi tu vois ce sujet-là, mentalement, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je veux dire, par exemple, moi, quand je regarde, le sujet, alors, je vais voir, visuellement, c'est un peu le truc d'enfant là, qui fait ça Mmh. là, je sais Oui, plus comment ça s'appelle, le balançoire, truc qui oui, bascule, ouais, voilà. ouais, ouais. Où d'un côté, voilà, il y a le alors c'était quoi? L'autorisation et Oui, l'autre, la la permission, renonciation ouais. et qui fait comme ça, tu vois, comme un point de bascule Mmh. et qui est enfin voilà, là je te dis un petit peu, de manière Alors le point de simpliste un peu ce bascule, que ça m'évoque. c'est ce point de bascule, donc c'est un peu ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Mais moi, ce point, de bascule, c'est quand, mon cerveau a réussi à switcher, à penser, hein, mais je vais faire ce que je veux Mmh. et je peux dire un gros mot, Mélanie? Je Vas-y, vais dire: «Mais je les en» voilà, ça vas-y, commence vas-y, lâche-toi. par «de», mais je les mais qu'est-ce qu'elles sont importantes ces personnes pour moi, mais rien, mais qu'est-ce qui compte? Et ça, d'un seul coup, tout est venu, tu vois? Ça a un nom en analyse transactionnelle, mais ça, c'est je l'ai fait, dans ma tête ou alors, je l'ai exprimé, seule. J'avais aucun interlocuteur en face de moi. Je pense que j'étais dans un état de colère, mais il y avait à la fois de la sidération, je pense, et une colère, mais énorme. Et cette colère, je pense qu'elle a été bénéfique parce que j'étais tellement en colère contre ces personnes-là et contre Mmh. moi-même parce que je n'avais pas identifié ce besoin de partir et mes besoins, je ne les avais pas identifiés auparavant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Et je veux faire des choses. Je veux décider seule de ce que j'ai envie de faire moi. Et je ne veux plus que les autres décident à ma place d'à quelle heure j'ai une réunion, à quelle heure je commence un cours, ce que je vais manger et où à midi. Mmh. Non. Et donc, j'ai été éprise, mais d'une liberté, mais terrible, terrible, terrible. Et donc, à certains moments, je me dis, mais retourner au salariat, ah mais non, mais c'est tout juste pas possible. C'est tout juste pas possible. Donc des fois, ça m'effleure. Pourquoi? Parce que, ben, il y a un petit confort quand même, à être salarié, qui est, indiscutable au niveau de la sécurité de l'emploi et encore maintenant un peu moins. Mmh. Une sécurité qu'on n'a pas forcément quand on est entrepreneur, surtout que j'ai choisi de travailler seule, avec beaucoup de partenaires, mais je ne veux personne d'autre pour décider à ma place, au sein d'Educap. Je décide toute seule, je fais mes choix toute seule et je les assume, qu'ils soient bons ou mauvais, je les assume. Et ça, je tiens à garder cette indépendance et cette autonomie tant que Educap existera en tant que cabinet de coaching et de formation. Et ça fait écho aussi à ma pratique de coach parce que peut-être qu'à cette époque-là, si j'avais su vers quelle personne me retourner, si j'avais eu une personne ressource qui me dise «Eh oh, on en parle, peut-être que je peux t'aider». Ça n'aurait peut-être pas été tout de suite, mais la personne aurait pu semer cette graine et en me disant ben, «Je suis là si tu veux m'appeler, si tu as besoin d'aide pour être accompagnée dans cette transition, eh bien, on peut se voir, on peut prendre des rendez-vous, je peux être un support». Ces supports, je les ai eus après, pendant ma reconversion et pendant les formations que j'ai suivies.
c'est mes mentors, et ces personnes-là, mais je les remercie à la puissance 10 000, qui ont fait c'est absolument pas prétentieux ce que je veux dire, mais sans la rencontre de ces personnes, je ne suis pas certaine que j'aurais pu monter le cabinet et que j'aurais pu entreprendre comme je l'ai fait. Alors, je ne suis pas cotée au CAC 40, loin s'en faut, mais il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas pu faire seule si je n'avais pas eu cet entourage bienveillant. Il y en a qui m'écoutent. Petit coucou Catherine si tu es là, Sylvie aussi. Donc, ça a été des personnes qui ont été extrêmement importantes parce que on s'est aidé, entraidé, et puis ça a été des prises de conscience et elles m'ont permis d'avancer sur un chemin qui était le mien. Et en aucun cas, les décisions ont été prises à ma place. Il n'y a jamais eu de on. Il y a toujours eu du « oui, tu as raison, je vais faire ça » ou « non, là, je ne pense pas que ça soit une bonne chose et je vais peut-être faire autrement ». Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir des personnes dans son environnement personnel, professionnel. Et donc là, c'était mon environnement de formation. C'est vraiment très précieux, Mélanie, à mon avis. Hein. J'entends bien en tout cas. Et justement, de ce passage, tu dis que tu as été accompagnée et tout. Et ce passage-là, de ce moment où, j'allais dire que tu es asphyxiée, j'allais dire. Ce moment du on là et à ce moment de liberté, pour toi, quelle construction clé tu vois et dans laquelle tu as été accompagnée? Alors, jusqu'à ce que j'entre au CNAM, pour ne pas le citer, et là où j'ai entamé ma formation pour ma reconversion, je m'étais inscrite pour des modules de psycho et pour un module de conseil en évolution professionnelle. Bon, mais alors c'était une victoire le jour où j'ai déposé mon dossier d'inscription au CNAM, mais je suis ressortie en pleurs. J'ai appelé mon fils en lui disant « mais ça y est, j'ai réussi ». J'étais championne du monde à l'époque, hein, je vais te dire, waouh, oui. C'était un peu c'était vraiment pour moi, c'était un exploit. J'étais arrivée à faire ça. Oh, ça y est, je suis inscrite. Et donc, le fait d'être inscrite dans cette formation, je changeais de vie. Je disais au revoir à la vie d'avant et j'entrais dans une nouvelle vie professionnelle qui allait être faite de quoi ? J'avais des hypothèses. Je savais là où je voulais aller, mais absolument pas comment est-ce que j'irais. Et donc, pourquoi ? Et c'est mon entourage qui était précieux au CNAM, parce que j'ai rencontré effectivement des personnes qui m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et j'ai découvert des formations que je ne connaissais pas lorsque j'étais au sein du CNAM pour mes formations. Et ça m'a permis d'aller encore plus loin dans les formations que j'ai faites au CNAM en 2015-2016. Et j'en suis très contente et je remercie les personnes qui m'ont accompagnée, qui étaient dans mon environnement à ce moment-là, mon environnement donc professionnel. Je les remercie du fond du cœur. J'ai été encouragée aussi dans ma vie personnelle par mes enfants, puisque tu as compris que c'était mon socle. Et donc, si j'avais « vas-y, maman, c'est bon, allez, j'y vais ». Ah. D'accord. Donc, c'est vraiment ce moment, cette formation-là, Ouais. ça a été vraiment, je vais dire, un point vraiment déterminant de cette nouvelle construction-là, dans Oui. de ce chemin de liberté. Ce chemin de liberté, et puis il y a quelque chose, donc il fallait que je rédige des dossiers, enfin bon, c'était une formation que je passais, donc il y avait des évaluations complètement normales, et on a une de nos formatrices qui nous avait fait faire, qu'elle appelait une bio, mais je vais commencer où, moi, pour mon parcours professionnel ? Parce que avant que je fasse cette biographisation, que je reparte un peu en arrière sur ce que j'avais fait jusqu'à cette reconversion, pour moi, ce parcours, mais il avait zéro intérêt. En quoi ça pouvait être intéressant d'avoir fait ce que j'ai fait voilà, j'étais professeur formateur pendant 26 ans, c'est bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et j'ai pris conscience de l'importance des différentes étapes qui avaient jalonné justement ce passé de professeur formateur. Et cette biographisation, j'en ai bavé pour la faire, mais ça a été
extrêmement bénéfique. Et là, dans les personnes que j'accompagne, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais en accompagnement VAE, et les personnes que j'accompagne en validation d'acquis des compétences, donc elles en bavent un peu parce que il faut reconstruire tout son parcours professionnel. Donc il faut remonter, donc on parle maintenant, et puis ma vie professionnelle, elle a commencé quoi? Elle a commencé quand? J'ai fait quoi? Et comment ça se passait à ce moment-là? Quelles étaient les missions que j'avais? Donc là, tout à l'heure, j'étais en face d'un monsieur, il a souvent gonflé les joues, hein. Et je comprends qu'il gonfle les joues parce que j'y suis passée à ce stade-là. Et quand il faut reconstruire son parcours, en se disant, donc là, la personne est accompagnée, et en valorisant donc tout ce que les personnes ont pu faire pendant ce parcours, pour elle, c'est absolument pas évident. Et donc, je pense que de l'avoir vécu, ça me donne aussi cette force de comprendre et d'actionner les bons leviers pour apporter l'aide et le soutien en conseil VAE. On n'est pas forcément dans une posture de coach tout le temps, et d'apporter ce conseil là et d'activer un levier. Et là, la personne s'est dit, oui, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et la façon dont elle m'a dit, c'est bon, j'ai compris, c'était pas la peine que je lui réexplique. Et elle m'a dit, c'est bon, je vois. Donc, combien de temps pour faire ça? Laissez-moi 15 jours et on se revoit dans 15 jours. Et là, je lui fais entièrement confiance parce que je sais qu'elle ne m'a pas menti. C'était pas du oui, c'est bon, je le vois. C'était vraiment du ça y est, j'ai pris conscience de ce qu'il fallait que je fasse et comment je vais le faire. Et pour moi, chaque fois, c'est une victoire. La personne a compris, elle sait là où elle va aller. C'est magnifique, je suis contente. Donc, c'est des éléments qui sont déterminants aussi dans mes accompagnements. D'accord, et peux-tu nous parler un peu plus de ce levier? Parce que tout à l'heure, tu as évoqué, quelque chose, justement, tu dis bien: «Il gonfle des jours», parce qu'en fait, c'est vrai, il y a le moment où la liberté, Mmh. où on se dit: «OK, on arrête ce qu'il y avait là et qui nous Mmh. traînait, en fait», et ensuite, mais c'est pas fini! C'est Ah non, déjà c'est ça, pas c'est un fini. gros effort, Mmh. mais ensuite, par la suite, il y a l'effort aussi de la reconstruction. Oui, parce qu'on y va, mais on va où? Donc, quand on quitte son emploi, il faut quand même avoir un peu de sous. Quand on va suivre une formation, donc c'est pas gratuit les formations, donc il faut avoir un peu de sous pour financer ces formations. Et puis, quand on décide de monter sa structure, eh bien, il faut avoir un peu de sous pour assurer les premières semaines, les premiers mois d'activité. Hein. Moi, l'année où j'ai ouvert Educap en 2017, j'avais un chiffre d'affaires de 700 €. Tu vois, je l'ai ouvert en mars et un chiffre d'affaires de 700 € en décembre. Je me suis dit, bon, ouais, on peut peut-être faire mieux. Hein. Donc, avec le recul, je me dis que j'ai un peu perdu du temps entre mars et décembre 2017 parce que je suis allée dans une voie dans laquelle je n'aurais pas été si j'avais été, alors là, j'incrimine personne, uniquement moi, parce que je n'ai pas trouvé les bons relais. J'ai monté mon cabinet, je voulais accompagner des jeunes dans leur orientation et je ne m'étais absolument pas questionnée sur accompagner des adultes. Et je me suis très vite rendu compte qu'accompagner uniquement des jeunes, j'en ai accompagné 2 ou 3 entre mars et décembre. Je me suis dit, ça ne va pas faire cette histoire. Donc, j'ai revu toute ma stratégie et j'ai revu tout mon positionnement d'entrepreneur. Et donc, après, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont été offertes parce qu'on me connaissait aussi dans le domaine de l'accompagnement, ce qu'on connaissait chez moi et ce qu'on est venu chercher après, c'était mon côté, l'aspect formatrice, le fait que j'ai été formatrice. Et ça tombe bien puisque j'adore ça. Mais au départ, je n'avais pas du tout l'intention, en 2017, d'être à nouveau formatrice. Pour moi, c'était non, c'était pas envisageable. Je ne voulais pas être formatrice, en tout cas pas comme je l'ai été. Et je me suis bien rendu compte très vite que c'est quelque chose qui me manquait et que dans le face-à-face avec les jeunes, ça manquait un peu de peps à certains moments et c'était pas une activité régulière et assez intense pour nourrir mon besoin de m'exprimer professionnellement. Donc, je me suis repositionnée et puis après, écoute, tu es coach aussi, tu as ta structure, donc on arrive. L'idée, c'est toujours qu'on puisse, je dis on, les personnes qui ont monté leur structure, se développer. Et j'ai rencontré des personnes avec lesquelles
J'ai pu faire des projets, j'ai adhéré à différentes associations, j'ai rencontré des coachs, des vrais, certifiés, alors que moi, à l'époque, je n'étais pas coach. Et je ne voulais surtout pas être coach. Et je ne m'étais pas encore, à cette époque-là, en 2017, formée au coaching. Et je me suis formée au métier de coach après. Donc, c'est venu après. Donc, j'ai pu commencer mes activités professionnelles avec les formations que j'avais eues. Grâce aux formations en ADVP. Julien, si tu écoutes, je te fais un coucou. Et donc, ça, j'avais les outils pour accompagner, si tu veux, mais je n'avais pas forcément la posture de coach. Et donc, je me suis formée après à ce métier de coaching, qui est un métier à part entière, qui est un métier exigeant, avec une certification à passer, un titre professionnel à passer, avec de la supervision, de la formation continue. Donc, c'est un métier qui est assez exigeant. Et bon, je comprends que des fois, on puisse se dire, c'est un peu pénible. Je vais arrêter de coacher, je vais faire autre chose. Donc, ça peut aussi être dans un autre sens. Mais moi, pas du tout. Je ne suis pas encore fatiguée de coacher ni de former. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, alors déjà, il y a le fait de dire tout à l'heure que la reconstruction, bah, ça prend des efforts, mais en même temps, on voit dans ton expérience que, ben, même s'il y a une reconstruction, on repart pas de zéro. C'est-à-dire Ah que tu as bah pu non. t'appuyer des autres, expériences que tu as eues Mm. en tant que f Alors, je ne suis pas repartie de zéro. Par contre, je n'en avais absolument pas la conscience que je ne repartais pas de zéro. Moi, quand je me mmh. suis inscrite au CNAM, pour moi, c'était une page blanche. Avant, il n'y avait rien. Et c'est petit à petit, grâce aux UE que j'ai eus au CNAM, grâce aux travaux qu'on a fait en groupe, que j'ai fait individuellement, où j'ai pu prendre ce qu'on appelle cette prise de hauteur. Et où je me suis rendu compte, mais ce que j'avais fait, c'était pas rien du tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ça avait une valeur. Et que si ça n'en avait pas pour les personnes avec qui j'avais été pendant toutes ces années, pour moi, en fait, ça en avait une. Et que grâce aux compétences que j'avais développées, y compris dans les dernières années de cette entreprise, eh bien, ça m'avait rendue peut-être encore plus persévérante que je ne l'étais. Et à partir du moment où je m'étais dit, je vais y arriver, j'y arriverai coûte que coûte. Et j'ai eu des obstacles, ça n'a pas été simple depuis 2017. J'ai eu des moments où j'ai flanché, où je me suis dit, c'est bon, j'arrête, ça me fatigue. Mais il y a toujours cet appel qui me dit, non, là, tu as encore des choses à faire. Et donc là, je suis dans les dernières années de ma vie professionnelle. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels j'ai envie d'aller. Et là, je me dis, mais pourquoi j'irai pas? Et je m'autorise. Tu vois, là, en ce moment, il n'y a pas très longtemps, je travaille avec des contrôleurs aériens. Moi, je n'y connaissais absolument rien au monde de l'aviation avant ça. Et j'ai découvert un monde fabuleux. Quelqu'un aurait pu se dire, oh là là, je ne vais pas me fatiguer à prendre le train, à aller à Perpète à 4 heures de train de chez moi, voir des contrôleurs aériens. Mais c'est fascinant. Et maintenant, mais j'adore. Et j'ai envie encore de découvrir d'autres secteurs professionnels. Et j'espère que je pourrai encore en découvrir d'autres et apporter mes compétences dans ces secteurs professionnels-là. Et tu vois, cette permission, ouais, j'y vais. Et je ne me dis pas, non, je ne connais pas, c'est risqué. Oui, c'est risqué, mais tout est risqué. Traverser la route, c'est risqué. Donc, entreprendre quelque chose, c'est risqué. Mais là, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je risque à essayer? J'avais rencontré quelqu'un dans un club d'entrepreneurs qui disait, au pire, tu risques de réussir. Donc, c'est ce que je me dis souvent. Au pire, ça marche. Mmh. Très belle, philosophie, au pire ça marche. Au pire, ça marche. Allons-y. Alors Et il y a autre chose aussi que je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, si le plan A ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Ils sont là. Je dis, bon, de toute façon, il y a encore 25 lettres dans l'alphabet si le plan A ne marche pas. Donc, ça les fait un peu réfléchir des fois. ça donne beaucoup de possibilités. Et alors J'ai coupé la parole. j'ai une question qui vient donc de Frédéric, qui nous écoute. Frédéric. Alors qui est, pensez-vous que l'on puisse provoquer son propre déclic? Je pense, oui. Je pense qu'on peut provoquer son propre déclic. Mais je pense que ça prend du temps. Et quand je te parle de ça, Frédéric, j'ai clairement en tête
les phases je pense au burn-out, Mmh. dans lequel j'accompagne en prévention. Et il y a cette phase dans le burn-out qui sont décrites par ma formatrice Astrid Le Fur, qui a écrit un bouquin sur le burn-out, justement, qui a traversé ce burn-out. Moi-même, je pense que j'en ai fait, mais je ne suis pas très sûre. J'ai identifié quelques phases Mmh. qui correspondent. Et quand on est en burn-in et quand on est au début de son burn-out, on ne va pas identifier grand-chose. Par contre, il y a la reconstruction. Et donc, dans cette reconstruction, dans le burn-out, alors ça ne prend pas une semaine, hein, ça prend des mois, voire des années. Dans ce schéma de reconstruction, la personne, elle a la liberté de choisir ce qu'elle veut entreprendre après. Donc, elle peut, si elle était salariée, bah, OK, je vais garder mon job parce que je l'aime bien, mais je vais peut-être le faire autrement. Donc, c'est la personne qui va le décider elle-même, ou bien c'est je romps avec ce que j'ai vécu parce que ce boulot, il m'a détruit, et je vais faire autre chose autrement. On ne peut pas entraîner quelqu'un contre son gré. Donc, la personne qui va décider, qui va aller dans une formation, qui va aller dans un nouvel emploi salarié, qui va changer de pays, qui va changer de région, si elle ne le décide pas, ça va être compliqué de l'entraîner là-dedans. Alors, on peut le décider parce qu'on a le conjoint qui part, parce qu'on a les enfants, etc. Mais à un moment, la personne, si elle déménage, par exemple, de passer au second plan, de se dire oui, j'ai suivi mon mari, j'ai suivi ma femme parce que il y a bien un moment où il y aura une impulsion quelconque pour se dire moi aussi je vais faire quelque chose. C'est une question de temps. Et quelque chose qui a été difficile pour moi à accepter au début quand j'étais entrepreneur, c'est accepter le timing de l'autre, parce que moi j'aime bien les choses qui vont vite, j'aime bien quand on avance. Sauf que mes clients, ce qu'il faut respecter, c'est leur timing à eux. Mmh. Et le jour où j'ai compris, je l'ai compris assez vite, qu'il fallait respecter le timing de l'autre, j'étais beaucoup moins stressée en fait. Et c'est ce que je continue à accepter, même si des fois ça boue à l'intérieur, je me dis non, calme, on va attendre un peu. Et donc accepter le timing des autres, c'est extrêmement important, et surtout dans mon métier. Je ne peux pas dire à la personne il y a tel objectif et c'est pour dans 2 semaines. Non, en coaching, c'est la personne qui va décider du timing qu'elle prend, même si nous, en tant que coach, bien sûr, on a un cadre et que ce timing n'est pas non plus extensible. Donc, pour répondre à Frédéric, oui, on peut décider, la personne peut décider de ce moment-là. Ce sera le moment qui sera le meilleur pour elle, celui dans lequel elle sera dans les meilleures conditions. Si je prends ma reconversion, je n'aurais pas été en mesure de l'entreprendre lorsque mon fils était en terminale, qu'il allait passer son bac, ou lorsqu'il est rentré en prépa. Non, c'était pas possible, parce que j'ai vécu pendant les 2 années de prépa de mon aîné, j'ai vécu à son rythme. Et donc, pour moi, c'était la priorité, c'était qu'il réussisse sa prépa et qu'il aille dans l'école qu'il avait choisie. Moi, je pouvais attendre. Là, à ce moment-là, il n'y avait aucune difficulté, puisque ma priorité, elle était pour lui et pour mon deuxième fils aussi, mais il n'était pas en prépa, lui, à ce moment-là. Et je l'ai accompagné autant ou aussi bien, en tout cas, je l'espère, que son frère. Mais là, tu m'aurais dit, tiens, ça serait peut-être le moment de penser à ta reconversion. Je vais dire, non, pas du tout. J'ai autre chose à faire. J'aime beaucoup ce que tu dis, ce respect du rythme de l'autre, Mmh, le temps, parce qu'on a le temps pour mmh, soi, mais pour l'autre aussi, on n'a pas les mêmes rythmes, et c'est vrai mmh, que c'est pas quelque chose, pas toujours simple mmh. à composer. Tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé, là-dedans à La faire ce supervi pas? Ouais, c'est en supervision. Parce que moi, je manifestais souvent mon envie d'entreprendre, d'aller de l'avant. Et je me disais, mais c'est pas vrai, mais j'avance pas, je comprends pas, j'avance pas, ça va pas assez vite, etc. Et c'est en supervision, les questions en supervision. Et puis moi, je faisais de la supervision et je fais encore de la supervision collective. Et le regard du groupe, les apports du groupe et les apports aussi de ma superviseure, c'était une femme à l'époque,
Mais ça a été extrêmement important. Et ces moments de supervision, pour nous, les coachs, quand je discute avec mes collègues, c'est des moments de prise de conscience et qui vont permettre aussi, peut-être pas de se donner l'autorisation tout de suite, mais cette permission en supervision, j'allais dire en coaching, en supervision, le superviseur va dire, ouais, ok, et donc, c'est quoi les 3 P? Le premier, qu'est-ce que c'est? Permission, ok, donc, comment tu peux faire pour y arriver à ça? Tout de suite, tu vois pas, et puis en réfléchissant un petit peu, et après une bonne nuit, tu te dis, oui, non, mais c'est évident. Donc, le rythme de l'autre, évidemment, le rythme de l'autre. Et pour moi, c'était pas du tout la question au départ quand j'ai créé Educap. D'accord. Il nous reste 5 minutes. Avant de passer au partage de la citation, Oui. qu'est-ce que tu voudrais que les personnes qui nous écoutent retiennent? Ce que les personnes qui nous écoutent retiennent. Si les personnes qui nous écoutent sont aspirées par autre chose, si elles sentent qu'elles sont un petit peu bancales. Tout à l'heure, j'ai une candidate en VAE qui me disait, vous voyez, j'ai ma vie syndicale, j'ai ma vie en tant qu'assistante, mais ça va pas, il y a un truc qui va pas. Je lui dis, ouais, j'entends bien, vous sentez que vous n'êtes pas aligné. Elle me dit, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, c'est que je ne suis pas alignée. Et donc, si les personnes ressentent qu'il y a quelque chose qui les entrave, que les personnes se disent, mais c'est quoi? Où est-ce que je pourrais être mieux? C'est quoi mon besoin? C'est de s'écouter, d'écouter son besoin, et puis peut-être que ce besoin, elles n'arriveront pas à le nourrir là tout de suite maintenant ce soir, mais c'est déjà de l'écouter, d'être à l'écoute de ce besoin, et puis de se dire, oui, je peux y aller. Peut-être que ça ne sera pas tout de suite, peut-être que ça sera dans 6 mois, peut-être que ça sera dans 1 an. Mais ce besoin-là, si je ne me sens pas bien actuellement dans mon job, si je ne me sens pas bien dans la ville où je suis, peut-être qu'il faut que je vois les choses d'un autre angle. Et à partir du moment où, là, je suis en train de penser à un module sur la motivation qu'on avait eu au CNAM, et ce verbe, ce temps de motivation, d'avancer, ça sera un déclic. Et moi, je le vois avec mes étudiants. Les personnes que j'accompagne, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en sais rien. Et donc, quand on fait le coaching d'orientation et que là, tu as l'étincelle, même en visio, tu vois l'étincelle et le sourire du jeune qui passe de figé à ça y est, j'y suis. Mais ça, c'est des moments merveilleux. Et pour chacune des personnes qui nous écoutent, mais je leur souhaite que ce moment, il arrive, qu'elles repartent et qu'elles se lèvent un matin avec la banane en disant, mais ça y est, mais j'y vais. Et que tant qu'il n'y a pas de fin de vie, mais tout est permis, mais allez-y. Après, on a des contraintes financières, on a des contraintes géographiques, donc c'est aussi écouter ces contraintes. Et voir dans notre entourage, dans l'entourage familial, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Est-ce qu'il y a une autre priorité? Est-ce que là, j'achète une maison, donc peut-être que je n'aurai pas le temps de me consacrer à autre chose? Enfin, chacun a ses priorités et son timing. Mais ce que les personnes doivent retenir, c'est que si elles ont un projet, se donner, avoir l'étayage nécessaire, se faire aider peut-être d'un coach ou d'autres personnes de son entourage pour y aller. Et s'autoriser à, bon sang, s'il y a un truc qui vous appelle, mais allez-y. Parce que ce que j'aurais pu craindre, moi, dans ma situation, donc c'était vivre ou mourir, donc, ou bien c'était mais de regretter, mais à tout jamais, de ne pas avoir fait ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je vais encore explorer des choses, parce que j'ai peur de le regretter quand je ne pourrai plus travailler, à me dire, mais merde, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Et pourquoi je ne suis pas allée? Et pourquoi je n'ai pas dit oui à cette proposition? Donc, autorisez-vous à, allez-y. Au pire, ça marche. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ça sera une expérience. Et sur une expérience, on peut capitaliser. C'est merveilleux de pouvoir capitaliser. Au pire, ça marche. J'aime bien. Alors, à présent, passons à l'instant citation. Elle est où ma citation? Oui, c'était pas facile ça, parce que tu m'as demandé pardon, une citation. Et il y a une citation que j'avais mise sur mon premier site sur Educap,
qui était, je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que je vais y passer le reste de ma vie. Je me suis dit, bon, il était déjà sur mon site. Alors maintenant, je l'ai enlevé. Il n'y a plus de citation sur le nouveau site d'Educap. Et là, tu me dis, c'est quoi ta citation? Mais j'ai dit, mince, il faut que j'en trouve une autre. Donc, celle que j'ai trouvée est la suivante. C'est le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Alors, si vous avez des rêves, parce que vous en avez forcément des rêves, eh bien, la première personne qui doit y croire à ses rêves, ben, c'est vous. Et à partir du moment où vous croyez à votre rêve, mais c'est tellement plus simple et facile pour l'expliquer aux autres, parce que les autres, ils ne connaissent pas, votre rêve, s'il reste dans votre tête et si vous ne communiquez pas dessus. Donc, dès lors que vous vous autorisez à dire à votre mari, à votre femme, ce soir en rentrant, écoute, moi j'aimerais bien, je sais pas, aller ouvrir un bar à vin. Ah bon, mais t'es fou, mais d'où ça vient ton truc? Eh ben, allez, on réfléchit. Ah ouais, c'est mon rêve d'avoir des gens, de recevoir, d'organiser des choses. Donc peut-être que le conjoint il va dire, mais il est fou, lui, on ne va pas y aller. Et puis, ben, pourquoi pas ce rêve? Et puis, ce rêve, ben, peut-être qu'un jour, il va devenir réalité. Tu sais quel est mon rêve? J'ai plus de temps là, je pense. Mais Vas-y, non, vas-y, parle. tu sais pas quel est mon rêve parce que je pense pas qu'on en ait parlé en préparation. Moi, mon rêve, c'est d'intervenir dans les écoles, mais maternelles ou primaires, et d'aller lire des histoires aux enfants, de leur montrer comme c'est beau, de rêver au travers des histoires qu'on peut nous lire quand on est à l'école. Et quand je travaillerai plus pour gagner de l'argent, eh bien, je passerai une partie de mon temps à aller lire des histoires dans les écoles. Donc tu sais déjà. Ah oui, moi, j'ai plein d'idées. Pour quand je travaillerai plus, je travaillerai encore. Hein. Mais j'ai plein de rêves. Oui, 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 oui. Eh ben, J'ai plein de rêves. Et le fait d'être devenue mamie il y a bientôt 4 ans, ça m'a ouvert encore d'autres perspectives. Donc, j'adore. J'adore les perspectives qui s'ouvrent à moi. J'adore. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Il faut encore que je gagne encore un peu de sous et que je termine ma vie professionnelle. super. Eh bien, Corinne, le live touche à sa fin. En tout cas, on peut t'applaudir. Merci Bravo. de m'avoir accueillie. Merci beaucoup. Ça m'a redonné une jeunesse là. J'ai revécu des situations que je pensais douloureuses et en fait non, pas du tout. J'étais à fond dans ces situations et j'espère, je ne sais pas si j'ai créé des vocations, mais en tout cas qu'il y aura des permissions, des autorisations que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir se donner. En tout cas, même si je ne le sais pas, ça me réjouit d'avance. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange Merci Mélanie, passionnant. merci à toi, merci. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bye bye.